Bonjour, et je me présente. Je suis la professeure Gabriela Beatriz Valencia González du lycée numéro 8 Miguel et Schultz et je suis très contente d'être ici et de participer à la 13e édition des Journées européennes. Et le thème dont je vais vous parler, est- c'est un sujet qui est devenue de plus en plus importante pour, non seulement pour l'Union européenne, mais aussi dans d'autres pays où l'apprentissage des langues est un clé devenu un point de plus important pour la mobilité des étudiants et donc les développements de pays. Bon, ce que je vais vous présenter, c'est l'histoire du cadre européen commun de référence pour les langues, dont le sigle sont CERL. Et bon, et bienvenue à cette édition. Oui, donc, et d'abord, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est les cadres européens communs de référence pour les langues. Et bon, avant tout, c'est un document guide, oui. Et bon, le titre complet de ces documents, c'est euh, Cadre européen commun de référence pour les langues. Et inclus dans le titre, c'est Apprendre, enseigner et évaluer. Donc, ces cadres qui a été élaboré par les conseils de l'Europe vivante dans les projets Langue vivante et a été publié en 2001 et il est devenu, comme je vais vous expliquer après, une référence pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Alors, et bon, maintenant que je vous ai dit qu'est-ce que c'est ce cadre, oui, on va réviser quels sont le but et d'où ce RL. Eh bien, et ce cadre cherche à faciliter les échanges et le travail des acteurs dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Et un autre des objectifs est ce qu'il va servir de base à la réflexion et à la prise de décision pour les différents acteurs et participants dans ces processus d'apprentissage des langues, ce qui est très important parce que cette réflexion ce n'est pas seulement au niveau linguistique, mais comme je vais vous expliquer après, c'est aussi, cela amène à se poser différentes questions autour du multilinguisme et du plurilinguisme, et aussi au niveau culturel et, et, et au niveau de, du domaine de travail. Oui, bon, alors, et puis, comment est-ce que tout cela a commencé? Bon, c'était à partir de la Convention culturelle européenne et qui a eu lieu à Paris le 19 novembre de 1954. Et bon, pendant cette convention, les États membres, oui, ont signé des accords. Et dans ces accords, on trouve justement le base et les éléments le plus essentiel qui ont donné après naissance à ces cadres d'enseignement des langues. Alors, qu'est-ce qu'il y avait euh, dans cette convention? Bon, on, euh, on proposait et on cherchait, non, à avoir une union plus étroite et dans le but de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes des États membres. Oui. Et puis, tout cela cherchant le développement et la compréhension mutuelle entre les peuples d'Europe, ce qui permettait de progresser vers cet objectif. Et on cherchait aussi à établir des conventions culturelles bilatérales entre ses membres et cela
comment on allait le faire à partir de l'adoption d'une politique d'ancienne commune. Et, et bon, finalement, et l'objectif, non, c'était de sauvegarder la culture européenne et encourager son développement. Et aussi, dans ces contextes, et ce qui était l'un des points et pour atteindre ces objectifs, c'était favoriser l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation, et aussi de la civilisation commune, c'est-à-dire de la civilisation européenne et avec tout le pays qui la comprennent, non? Alors, euh, ce que viens de vous expliquer, c'est défini et dans les articles et signés dans ce traité et, et fait à Paris en 1954. Et bon, et c'est ainsi que l'article 1 dit chaque partie contractante, c'est-à-dire les États membres, prendront les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et à encourager le développement. Et l'article suivant, et qui, ou qui contient ces idées, et dit que chaque partie contractante, dans la mesure du possible, et d'abord encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, oui, et non seulement l'étude des langues, mais aussi l'histoire de la télévision des autres parties contractantes et offrira à ces dernières, sur son territoire, des facilités en vue de développer semblables études. Et aussi, et chaque partie contractante s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, parce qu'il faut se rappeler que en Europe, il y a des pays où il n'y a pas seulement une langue officielle, mais deux ou plus de deux langues, non? Alors, on dit que chaque partie contractante va s'efforcer de développer l'étude de sa langue, de son histoire, de sa civilisation sur le territoire des autres parties. Et donc, ce qui va favoriser aussi les échanges parmi les étudiants et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire, et ce qui va aussi être le point de départ de ce qui sera après les programmes Erasmus. Bon. Ensuite, l'article 3, oui, signale que les parties contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l'Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d'intérêt européen. Et bon, voilà. Et on a aussi l'article numéro 4 qui est important et qui explique aussi euh, le futur cadre européen, qui dit que chaque partie contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l'échange des personnes, ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d'application des articles 3. Et bon, finalement, et le dernier article, c'est l'article qui propose, non, c'est et qui sert plutôt de base à cette étude des langues étrangères proposées dans le cadre, c'est l'article 5 qui dit que chaque partie contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de l'Europe et prendra aussi les mesures nécessaires pour le sauvegarder et faciliter l'accès. Alors, si on peut bien révisé. Et il y a cette idée de sauvegarder le patrimoine culturel. Et donc, pour ce sauvetage, ce n'est pas uniquement la culture, mais tout ce qui comprend cette culture comme euh, la langue, non? Et la langue de chaque pays. Oui. Bon, alors, et voilà donc. Ça a été la base sur laquelle on commençait
à se faire des réflexions et des travaux on a commencé aussi à mettre en place des projets et bon, et ces projets ont abouti finalement à l'élaboration du cadre en 2001, mais le travail qu'on a fait avant, c'était très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pendant les années 1960, et on a commencé avec des projets qui concernaient les langues, et ces projets étaient axés sur l'apprentissage des langues au fond de la communication. Alors, il est très important cette idée de la communication parce que, si vous vous rappelez, on avait aussi mentionné les échanges, oui, les échanges entre les citoyens et de différents pays membres, oui. Bon, et un autre point important, c'est que l'approche éducative était centrée sur l'apprenante et avec une idée de faire cette apprenante active et positive, non? Et à valoriser son apprentissage. Puis, il y avait aussi l'idée d'avoir la possibilité d'apprendre d'autres langues, en plus de leur langue première, pour tous les citoyens, ce qui est aussi mentionné sur la Convention, non? Et puis, on avait l'idée toujours de répondre aux besoins de communication entre les différents citoyens, de parler non seulement une langue, mais de se faire comprendre avec d'autres citoyens dont la langue est différente à, à- à la sienne, non? Et aussi, et c'est le début, non, de l'utilisation, et bon, plutôt de l'application des méthodologies fondées sur des tâches réelles de communication. Et aussi, on a commencé à mentionner cette idée de l'autonomie de l'apprenante qui, après, et a été comme l'une des idées ou des éléments essentiels dans l'éducation pour les années 90-2000. Bon, alors, et puis, on arrive aux années 80, 70, 80, et, on peut voir pendant ces années qu'il y a eu des projets pour développer les spécifications des niveaux des langues qui étaient nommés niveau seuil. Et on a établi quels étaient les niveaux seuil pour l'anglais et le français. Et ensuite, après 10 ans environ, et d'une trentaine de langues bon, qui font partie, qui sont parlées plutôt dans l'Union européenne. Et, et on a commencé aussi à développer des documents propres à chaque langue. Et ces documents spécifiaient les objectifs d'apprentissage qu'on attendait non, au moment d'apprendre une langue. Et aussi, on parlait de la communication autonome dans la langue cible. Ça veut dire que on cherchait que l'apprenante, qui est un étudiant d'une langue étrangère, et soyez autonome et qu'il pouvait comprendre comment améliorer son parcours d'apprentissage. Et, et on a eu aussi, pendant ces années, la définition des objectifs de communication au niveau le plus avancé, que c'est le niveau Vantage, et aux deux niveaux inférieurs, qu'on appelle maintenant débutante, et qui c'était Breakthrough Away Stage pour l'anglais. Bon, bon, et finalement, pendant ces années, on a obtenu des résultats linguistiques et on s'est rendu compte que ces résultats linguistiques ne devaient pas seulement correspondre aux connaissances linguistiques, mais aussi à d'autres compétences. Et ces types de compétences sont celles qui ont après donné lieu aux différentes compétences qu'on cherche chez l'apprenante. Alors, on passe maintenant aux années 80 et on cherchait, je vous dis, à obtenir des résultats non seulement linguistiques. Et cette idée a été une idée essentielle et primordiale pour les spécifications des objectifs d'apprentissage de la langue. Et on a mis aussi sur les champs d'application et les niveaux. Oui, alors,
Et puis, pendant les années aussi 80, ce champ d'application s'est défini par compétences. Quelles compétences? La compétence linguistique et bien évidemment la compétence sociolinguistique, la compétence discursive, la compétence socioculturelle et la compétence sociale. Donc, ça veut dire que si on apprend une langue, on apprend non seulement les règles de grammaire, par exemple, mais aussi toute une série de codes sociaux qui accompagnent et, et cette langue, non? Et aussi, on a commencé à définir le niveau. Et bon, ces niveaux, c'était des niveaux étalonnés et dans la compétence en langue étrangère, langue 2. On a défini les niveaux de compétences de chaque, et chacune que je vous ai mentionné, linguistique, sociolinguistique, discursive, socioculturelle et sociale. Et on a développé des descripteurs par niveau, oui, et ce qui a donné lieu après aux examens de certification et qui existent maintenant et qui sont valables partout dans le monde, non? Bon, on arrive aux années 90 et on commence pendant cette décennie à élaborer un cadre de langue générale et ces cadres, c'était un cadre d'apprentissage, d'enseignement et aussi un cadre d'évaluation. Donc, je vous parlais des examens, des tests d'évaluation. Et pour cette idée d'élaboration du cadre, on a commencé à partir de 1991 et cette idée a été comme a eu non plus de relevés, non? Pendant les symposiums à Rouge-Licon. Et cette idée a été commencée à être faite, non? C'était un projet mené par le Conseil de l'Europe et des autorités de Suisse. Et ainsi, on a créé un groupe de travail en 1992 et ces groupes de travail étaient conformés par un groupe de recherche de Suisse et on a obtenu l'aide d'un fonds national suisse de la recherche scientifique et, et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à élaborer et étalonner les descripteurs de la compétence en langue étrangère, non? Alors, et, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, pendant les années 2000, bon, et on a adopté finalement, on a publié en 2001 et on a adopté les cadres non seulement en Europe, mais aussi au-delà de l'Europe. Et je dois vous dire que ce cadre va servir aussi de modèle euh, pour les programmes des langues étrangères de l'École nationale préparatoria qui sont enseignés actuellement, non? Bon, et alors, avant la publication du cadre en 2001, et il, ce cadre avait déjà commencé à avoir une forte influence sur la conception de plans d'études dans les États membres. Et bon, au moment de sa publication, ce document a été traduit en 40 langues et il a été adopté comme référence pour la quasi-totalité des pays d'Europe et de nombreux d'autres pays. Et aussi, ce document qui, bon, c'est un livre finalement, est devenu la publication la plus influente dans le monde de l'enseignement des langues et ça continue à avoir une très grande influence sur les plans et les programmes d'études des langues et, et bien d'autres plans d'études, non? Et partout dans le monde. Et bon, et ce cadre est utilisé dans le monde entier pour donner forme aux innovations en matière de programmes d'enseignement et d'évaluation. Oui, alors ce cadre a une grosse importance. Et bon, et cela a été pendant sa publication et quelle a été bon, la chronologie du cadre pendant les années 2000, oui, et pourquoi il a été si facilement adopté? Parce que
ces cadres est applicable à toutes les langues. Oui, et il fournit à la fois des objectifs pragmatiques et fonctionnels, et ces objectifs sont en lien avec le monde réel. Et je veux dire, et je vais mentionner aussi cette idée que j'ai vue au début de, de privilégier la communication, non? Et, et aussi, et ces objectifs sont associés à la promotion du plurilinguisme, de l'interculturalité et de l'éducation à la citoyenneté démocratique. Alors, non seulement langue, mais bien d'autres caractéristiques. Alors, pendant les années 90, donc, je fais un bilan, donc, un résumé de ce qui s'est passé. C'était en 1991, les symposiums Transparence et cohérence dans l'apprentissage des langues en Europe, objectif, évaluation, certification. Puis, en 1995, le premier projet de proposition du cadre. Puis, en 1996, il y a eu une consultation. Parmi plus de 3000 exemplaires ont été envoyés à des institutions et des experts dans tous les États membres de l'Union européenne. Et en 1997, on a commencé le 12e projet de la proposition de cadre soumis à discussion lors de la conférence Apprendre les langues pour une nouvelle Europe. Et bon, on a continué à travailler et en 1998, après réviser le projet 2 de la proposition du cadre, il est imprimé et diffusé pour son pilotage avec son guide pour les utilisateurs. Bon, et ça a été aussi envoyé et étudié à des concepteurs de programmes et aux professeurs participants. Après sa publication en 2001, bon, je vous répète, et en 2001, c'était le lancement officiel à l'occasion de l'année européenne des langues. Et puis en 2003, il y a eu un développement de la version pilote du manuel pour la mise en relation avec des examens de certification avec le cadre européen commun de référence. En 2007, on a eu un forum intergouvernemental sur les politiques linguistiques et dont le nom était le cadre européen commun de référence pour les langues et le développement des politiques linguistiques, défis et responsabilités. Ensuite, en 2009, on a eu la publication du relier les examens de langue au cadre européen commun de référence pour les langues, apprendre, enseigner, évaluer, un manuel. Et puis en 2013, il y a eu une révision du cadre conceptuel du cadre européen commun de référence et pour mettre à jour et éteindre les descripteurs, ce qui a été un projet développé pendant 6 ans. Oui. Bon, et ensuite, oui, et on arrive à notre époque, à une époque plus actuelle. Et bon, en 2015, et le projet de descripteur des nouvelles échelles du cadre européen pour les aspects, des nouveaux aspects qui conformaient les plans et les programmes et les méthodologies d'études pour les langues avec des concepts tels que la médiation, l'interaction en ligne, les réactions à la littérature et au plurilinguisme, le pluriculturalisme et ce qui a été validé dans une série d'activités qui ont été menées et dans ces projets. En 2018, il y a eu la publication en ligne du volume complémentaire du cadre européen avec de nouveaux descripteurs en anglais et en français, y compris les descripteurs des compétences productives en langue des signes. Oui, et on a eu en 2020 la publication du Common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment, Companion, ce qui respectait aussi l'approche inclusive et la neutralité de genre. On s'est mis en accord, non, avec les nouvelles accords en matière de genre, non? Et en 2021, il y a eu la publication en français du cadre européen commun de référence pour les langues, apprendre, enseigner, évaluer, les volumes complémentaires qui contenaient toutes ces modifications autour des examens et de s'ajouts comme les descripteurs des langues pour les langues des signes et
le respect à l'approche inclusive, non? Et bon, finalement, en 2022, on a publié les volumes d'études des cas Enriching a 21st Century Language Education de CIFR Companion Volume, Example from Practice. Alors, c'est qui recueillait tous les, toutes les expériences menées par le professeur et les apprenantes et les concepteurs de programmes et autour du cadre européen commun de référence depuis sa publication, non? Alors, les cadres, oui, et oui, c'est juste ça, un modèle, oui, et un instrument, non? Alors, un modèle qui propose une nouvelle approche éducative et d'enseignement des langues, oui, mais ce modèle a commencé à se créer et on a commencé à réfléchir depuis les années 60. Et ces modèles ont un caractère actionnel, non, d'une méthodologie actionnelle, et ça propose aussi une réflexion. Donc, toutes les modifications qui sont venues après la publication sont le résultat aussi de ces réflexions proposées dans le même cadre. Oui, et c'est un instrument, le cadre, c'est un instrument pour situer la communication et l'apprentissage, pour pouvoir savoir quels sont les fondements des diplômes et certifications des langues parlées dans l'Union européenne et pour offrir aussi une référence parmi toutes les langues, oui, parlées dans l'Union européenne. C'est un instrument qui définit les niveaux et les échelles d'évaluation et qui décrit les niveaux de compétences du A1 ou C2. Voilà, donc et les cadres, c'est aussi une base, oui, et une base transparente, cohérente, exhaustive pour l'élaboration des programmes de langue, pour l'élaboration des lignes directrices pour les curriculums, pour de matériel d'enseignement et d'apprentissage, et aussi pour évaluer les compétences en langues étrangères. Oui, et une base commune. Non, ça c'est important de dire. Oui, c'est le résultat d'une longue expérience de travail, car cela va définir des objectifs d'apprentissage pour des langues spécifiques. Et bon, quelle est l'importance de ces niveaux du A1 au C2? Bon, il faut mentionner que c'était bien évidemment le résultat d'un long projet de recherche. C'est un travail empirique, ça veut dire que ça s'est fait auprès de ceux qui enseignent, de ceux qui apprennent une langue étrangère et ils sont liés aux paramètres et aux catégories développées tout au long du cadre européen commun de référence. Oui. Alors, et les compétences en langues étrangères, oui, et le cadre européen définit de compétences en langues étrangères à 6 niveaux et du A1 à 2, que c'est les niveaux débutantes, B1, B2, les niveaux intermédiaires, C1, C2, c'est les niveaux le plus avancés. Oui, alors il définit aussi 3 niveaux intermédiaires, A2+, et B1+, et B2+, oui, et il est basé sur une recherche empirique et une large consultation et l'échelle des niveaux permet de fixer des objectifs d'enseignement et d'apprentissage. Alors, ça veut dire que si je vais étudier au Maroc le niveau A1, je vais apprendre la même chose qu'au niveau A2 si j'étais ici au Mexique. Oui, et ça, cela permet aussi de réorganiser ou bien organiser des curriculums, de concevoir des manuels pédagogiques. Et oui, on a vu l'influence du cadre dans les nouvelles méthodes d'enseignement du français. Et, et cela va servir aussi pour comparer des tests et des examens de différentes langues, non seulement parmi les différents niveaux de français, mais savoir quel est mon niveau en anglais par rapport au français ou quel est mon niveau d'allemand par rapport à l'italien, par exemple. Non? Et bon, finalement, tout cela constitue une base pour la reconnaissance mutuelle des certifications en langue, favorisant la mobilité éducative et professionnelle. Ça veut dire que si je fais
un DELF B1, c'est le nom de la certification, et ça va être valide non seulement au Mexique, mais comme c'est un diplôme officiel, ça va être valide au Canada et en France, au Maroc, au Sénégal, bon, dans toutes les institutions où le français soit la langue officielle, donc, et dans le monde francophone, je veux dire, et ça va être valide, non? Et ce qui est important de dire, c'est que l'École nationale préparatoria, c'est aussi un centre d'application de ces certifications et, officielles, oui. Et bon, et finalement, je veux dire que l'importance du cadre européen commun de référence, c'est justement dans ces échelles de niveaux qui vont situer l'apprenant par rapport à son apprentissage. Et c'est important parce que ça donne une analyse détaillée des contextes communicatifs, des thèmes, des tâches et des objectifs. Et cela offre aussi des descriptions étalonnées des compétences nécessaires à la communication. Et pour remarquer pourquoi est-ce qu'on utilise le cadre européen pour former des enseignantes, pour réviser des curriculums des langues étrangères, pour élaborer du matériel pédagogique, y compris les manuels et les méthodes d'enseignement, pour élaborer des examens, des certifications et pour pouvoir comparer des diplômes entre différentes langues, non? Bon, et je, je veux finir avec les recommandations du comité des ministres du Conseil de l'Europe et vous dire qu'il considérait que le riche patrimoine que représente la diversité linguistique et culturelle en Europe constitue une ressource commune précieuse qu'il convient de sauvegarder et de développer et que des efforts considérables s'imposent dans le domaine de l'éducation afin que cette diversité, au lieu d'être un obstacle à la communication, devienne une source d'enrichissement et de compréhension réciproque. Et aussi, dans les recommandations de ce comité des ministres, et on considère que c'est seulement par une meilleure connaissance des langues vivantes européennes que l'on parviendra à faciliter la communication et les échanges entre Européens des langues maternelles différentes et, partant, à favoriser la mobilité, la compréhension réciproque et la coopération en Europe et à éliminer les préjugés et la discrimination. Donc, je vous remercie. Oui, je me remercie aux organisateurs des journées européennes. Oui, et voilà, et à la prochaine. Merci beaucoup.